Oui, bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous, parmi la jeunesse, parce que je pense que, voilà, comme le précepte le dit, vous êtes le sel de la terre, notre avenir, et je pense que, quelque part, moi aussi, mon engagement dans la vie politique et la vie publique passe beaucoup par la jeunesse, parce que je pense que vous êtes une génération sacrifiée. J'ai moi-même deux enfants, une fille de 21 ans et un garçon de 19 ans. Quelque part, ce qui m'a engagé, parce que j'aurais pu rester très au calme dans ma profession, bien au chaud, plutôt bien rémunéré, sans trop de problèmes dans la vie. Et je me suis dit que la situation était tellement gravissime qu'à un moment donné, il faut s'engager, sinon on se voit exposé par rapport à ses propres enfants, à être critiqué un jour ou l'autre. Et ça, je ne pouvais pas personnellement le supporter. Donc je me suis dit, là, il faut quand même y aller. Alors j'avais déjà, effectivement, comme l'a dit Franck Grelier, dès 2005, anticipé un peu tout ce qui se passe. Je ne suis pas ni un devin, ni quoi que ce soit, mais si vous voulez, avec un minimum de logique et de chronologie des événements, et je vais vous en parler très succinctement tout à l'heure, tous les événements qui se sont succédés depuis une quarantaine d'années, qui nous ont amenés à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, ça paraît même une évidence, si vous voulez, de savoir en 2005 que dans les 5 ans qui allaient suivre, il allait se passer un phénomène, un choc systémique plus ou moins important. En l'occurrence, il a été très important et ça s'est produit en septembre 2008. Voilà, donc ce parcours professionnel, je l'ai mené. J'ai été comme vous sur les bancs des facs et des écoles de commerce, etc. J'ai été déformé. Je considère maintenant qu'à l'époque, j'ai été déformé parce qu'on vous enseigne qu'une partie, en fait, d'un mode de pensée, on va dire, unique. Et en réalité, la situation ne colle pas du tout à la théorie que l'on vous enseigne. Tant et si bien que moi, étant sur les marchés financiers, étant aussi économiste, je m'apercevais que plus j'avançais dans ma carrière, plus il y avait une dichotomie entre ce que j'avais appris et la réalité de la situation. Alors, à un moment donné, j'ai pris un petit peu de temps pour me replonger dans mes études et me poser la question, mais comment est-on passé des 30 glorieuses, c'est-à-dire le début des années 70, aux 40 piteuses où nous sommes à peu près aujourd'hui ? Et en creusant un petit peu, ce que j'avais survolé pendant mes formations économiques et politiques, c'est qu'il y a eu un grand événement, en France en l'occurrence, c'est ce que j'appelle moi le péché originel français, qui nous amène aujourd'hui dans la situation de surendettement que connaît notre pays. C'est ce qu'on appelle la loi du 3 janvier 1973. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu parler. Très succinctement, pour ne pas faire de technique, si vous voulez, jusqu'à 1972, entre 1945 et 1972, l'État français, le Trésor public français, empruntait directement à sa banque nationale, qui en l'occurrence est la Banque de France, pour des grands travaux, des infrastructures, construire des hôpitaux, des autoroutes, des centrales nucléaires, etc. L'État émettait une dette, mettons 100 milliards de francs des années 70, et puis du coup la Banque de France émettait la même somme. Et c'était donc de la création monétaire au niveau national en vue de financer l'économie réelle, donc les infrastructures qui font le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et puis, s'est passée une loi qu'on appelle la loi Pompidou-Giscard d'Estaing, et il y a une troisième personne qui fait très peu parler d'elle, mais qui est pourtant très connue, qui s'appelle Michel Pébreau, qui est aujourd'hui le président d'honneur, je crois, de BNP Paribas, mais qui a fait une longue carrière de banquier privé. À l'époque, il était serviteur de l'État, inspecteur général des finances, et c'est lui qui a rédigé l'article funeste, on va dire, de cette loi, c'est l'article 25 de la loi du 3 janvier 1973, qui dit, écoutez, à partir de maintenant, la Banque de France ne financera plus directement le Trésor public français. Alors ça paraît comme ça totalement anodin, sauf que jusque-là, on n'avait pas ni de déficit ni de dette. Mais dès l'année 1974, et tout ce que je vous dis, bien entendu, est vérifiable, eh bien, vous voyez commencer à décoller les déficits. Et puis l'année suivante, les déficits se cumulant d'année en année, vous voyez la dette commencer à apparaître en 75, 76. Et puis parallèlement, également, le chômage commence à apparaître.
Et puis, comme ça, de proche en proche, on arrive à toutes les dérives que vous pouvez voir aujourd'hui à un niveau très exacerbé, avec un chômage massif qui est réel aujourd'hui de plus de 6 millions de chômeurs aujourd'hui en France, 21 millions dans la zone euro et 27 millions dans l'Union européenne. Et puis, des prises de pouvoir progressivement des grandes entreprises qui voient en fait, à l'époque étaient encore publiques, regardez un petit peu les statuts des banques de l'époque dans les années 70-80. Je pense à BNP, je pense à la Société Générale, je pense au Crédit Lyonnais, je pense à Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, etc. La plupart étaient des banques publiques, donc qui appartenaient à l'État. Et donc cet endettement qui commençait à naître, créé donc par des banques publiques à l'époque, ça va tant que ça appartient à l'État. Mais dans les années 80, il y a donc les socialistes qui arrivent au pouvoir, M. Mitterrand, M. Delors, et puis bien entendu tous ceux que vous pourrez connaître dans le monde politique, M. DSK, M. Jospin, etc. Tous ces gens-là, progressivement, de décennie en décennie, ont nationalisé l'ensemble des grands groupes financiers français, donc les banques, les compagnies d'assurance, pour ceux qui ont encore en mémoire, par exemple l'UAP est devenu AXA, donc l'UAP a été vendu au groupe AXA à l'époque de M. Chirac et racheté par BBR. Vous avez le GAN, vous avez les AGF, etc. Toutes ces grandes compagnies d'assurance, ces grands institutionnels financiers, progressivement, sont devenus privés. Alors comme ça peut paraître formidable, parce que c'est l'ouverture, c'est des envolées, on va dire, des horizons nouveaux. Sauf qu'au fil du temps, d'année en année, la dette augmente. Dans les fin des années 70, on commence à être en équivalent euro à peu près à 500 milliards d'euros. À l'heure où je vous parle, nous sommes à plus de 2000 milliards d'euros. Nous devrions terminer l'année 2015 à plus de 2100 milliards d'euros. 2100 milliards d'euros, si vous les convertissez en anciens francs, je parle d'anciens francs parce que vous verrez tout à l'heure ce que je vous dirai sur l'euro et le franc, en anciens francs, ça fait, vous multipliez par 6,5 2000 milliards, on arrive à 14 000 milliards d'anciens francs de 2002. On atteint des niveaux incommensurables. Alors, ça, c'est pas venu comme ça par hasard. C'est, je dirais, le péché originel au niveau français. C'est cette modification du système bancaire et du système financier et du système monétaire qui s'est produit de manière subreptice, comme ça, parce que ça n'a fait l'objet d'aucun débat démocratique. Bien entendu, le président Pompidou, à l'époque, n'a pas parlé devant la population en disant « Mais écoutez, nous envisageons de faire une évolution des institutions, de la capacité d'autofinancement de la France, etc. » Ça a été quand même un virage majeur qui est passé complètement inaperçu à l'époque et qui fait parler de lui que depuis 3, 4, 5 ans, on va dire, dans les milieux un peu avertis. Mais dans le grand public, ce que je viens de vous dire, la loi 73, c'est complètement sur une autre planète. Alors, ça a été le premier déclencheur pour moi. Et en creusant, progressivement, je me suis dit, mais bon, alors, donc M. Pompidou a fait ça, M. Giscard d'Estaing a fait ça, M. Pébreau donc, a fait ça, mais alors quel était leur parcours après, notamment M. Pébreau? M. Pébreau, 3-4 ans après, 5 ans après, se retrouve directeur général de la BNP, puis président, puis, maintenant il est très âgé, il est en retraite, donc il est président d'honneur. Mais enfin, c'est donc la personne qui a permis la modification du changement de financement de tout l'État français sans qu'on s'en soit aperçu. Voilà, c'est ça vraiment que je veux vous reteniez. La deuxième chose, c'est à qui Jacques Chirac, en 2005, a demandé un rapport sur la dette? Au président de la BNP, curieusement, M. Michel Pébreau. D'accord? Donc vous demandez à votre bourreau une grâce, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire, vous avez à la fois le juge et le... juge et le parti, voilà. Donc vous avez deux rôles dans la même personne. Donc c'est totalement du conflit d'intérêts total. Et si vous voulez, ce problème de financement, il est considérable parce que si vous regardez les trois religions du livre, que ce soit chez les Juifs,
chez les chrétiens ou chez les musulmans, le problème de la dette est universel et intemporel. C'est-à-dire que vous prenez l'exemple de Solon, 500 ans avant Jésus-Christ. Solon abolissait la dette parce que c'était une mise en esclavage de la population en vue de rembourser d'abord les intérêts de la dette et aussi le capital de la dette. Donc sachez que chacun d'entre nous ici, dans cette pièce, avons environ 32-33 000 euros de dettes à rembourser aux marchés financiers qui ont été contractés donc depuis 40 ans. Voilà. Ce qui explique tout ce discours que vous entendez de gauche, de droite, ce qui, de mon point de vue, en termes de modèle économique, n'a aucune distinction entre la gauche et la droite. On voit bien que ça fait 40 ans qu'ils mènent la même politique et qu'ils votent les mêmes lois, qu'ils ont les mêmes dogmes et qu'ils ont les mêmes solutions. Alors, quand vous regardez ça, vous vous dites, mais vous avez l'UMP, vous avez le Parti socialiste, et quelles que soient les décennies, les alternances, en fait, on s'enfonce progressivement, la dette est de plus en plus vertigineuse. Comme je vous ai dit, on va terminer l'année à plus de 2100 milliards d'euros. L'austérité partout qui s'installe dans l'Union européenne. Vous voyez le cas de la Grèce. On peut parler aussi du cas de Chypre. Chypre, si vous voulez, c'est le cas typique d'un système bancaire privé qui a fait faillite, qui ne peut plus se retourner vers son État parce qu'il lui-même est en banqueroute, parce que les contribuables et les citoyens sont exsangues en termes de capacité de pouvoir d'achat. Et comme le système, si vous voulez, au niveau de l'Union européenne veut subsister sous sa forme et sous son modèle économique qui nous a été imposé depuis des décennies, donc moi ce que j'appelle moi le modèle économique ultralibéral et mondialiste, et bien, si vous voulez, ils inventent des nouveaux systèmes, des nouvelles formules. Alors, comme 2008, ils nous avaient inventé pour sauver le système bancaire en France notamment, mais partout dans le monde, puisque je vous rappelle ce qui s'est passé en septembre 2008, c'était quand même l'effondrement de l'ensemble du système bancaire mondial, avec la chute de Lehman Brothers, dont vous avez dû entendre parler, c'était le 15 septembre 2008, que nous avions anticipé, comme Franck Grolier, effectivement, vous l'avez annoncé. C'était même prévisible. Hein, quand les économistes de plateau de télévision vous disent que la crise n'était pas prévisible, c'est totalement faux, c'est un mensonge. Ou alors ils sont totalement incompétents. Les deux, peut-être, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est que nous, on l'avait vu en 2005-2006. Donc c'est bien que c'était prévisible. On n'a pas spécialement de boule de cristal qui nous permettent de voir la réalité. Donc, si vous voulez, en septembre 2008, l'ensemble du système bancaire mondial ayant souffert de la crise des subprimes un an avant, la crise des subprimes, vous savez, c'est ce qu'on appelle la titrisation. Donc, vous prenez une dette, vous la transformez en actif. Hein, voilà, c'est de l'alchimie, quoi. Hein. Vous la saucissonnez, je vois qu'il y a des connaisseurs ici, je vois le geste. Vous saucissonnez ça, vous appelez ça un titre, un actif, et puis vous arrosez dans l'ensemble du système bancaire mondial l'ensemble de ces actifs en disant que ça a une bonne valeur, parce que les agences de notation les notent bien, etc., que le courant et la mode favorisent ce type d'achat d'actifs, qui en réalité sont des dettes. C'est quand même ahurissant. On vous vend des dettes pour des actifs. Voilà. Donc l'ensemble du système bancaire mondial en a été garni au niveau de ses portefeuilles, et c'est ce qui a amené en fait la chute de l'ensemble du système bancaire privé en 2008 et la panique générale des hommes politiques, avec les discours de M. Sarkozy à Toulon en septembre 2008 en disant qu'il allait redresser l'économie mondiale, qu'il allait mettre un coup d'arrêt. Oui, le coup d'arrêt, il l'a pris dans l'ensemble des poches des Français déjà, puisqu'il a mis sur la table 360 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous avez imaginé la somme. Hein, c'est à peu près, à l'époque, c'était à peu près 20% du PIB, de la croissance économique nationale, qu'il a mis sur la table en octobre 2008 pour sauver l'ensemble du système bancaire qui lui faisait le chantage de faillite et de banqueroute du système bancaire français. Donc BNP, Crédit Agricole, Natixis, toutes les grandes banques que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Sur les 360 milliards, il y avait 40 milliards qui ont tout de suite été décaissés et qu'on a retrouvés dès l'année suivante dans les déficits, ce qui nous a fait faire un bond très important en matière de dérapage des finances publiques, donc les déficits 2008, 2009, 2010, les plans de relance, tout ce que vous pouvez imaginer, mais toujours par la dette. Hein. Et la dette, au final, c'est toujours le contribuable qui la paye,
ou si ce n'est pas le contribuable en direct, c'est le citoyen avec une perte de toutes les prestations sociales que nous avons connues depuis l'après-guerre, avec tout le régime, le modèle social français, qui quand même est un exemple dans le monde quand même de stabilité sociale, qui pourrait toujours être bien entendu meilleur, mais enfin il a le mérite quand même d'exister depuis 1945, et qui fait quand même que notre pays est une grande nation dans le monde, aussi grâce à son niveau social. Eh bien, de proche en proche, si vous voulez, l'austérité qui nous est imposée par l'Union européenne, mais via donc l'ensemble de nos gouvernements successifs depuis des années, eh bien, nous amène à exploser ce modèle social français, donc sur les retraites, sur la sécurité sociale, sur la politique familiale, parce que c'est ça passe par la fiscalité, ça passe par la dénaturation de la politique familiale, la politique nataliste, et puis également sur l'assurance chômage, puisqu'ils sont en train de renégocier tous les accords UNEDIC, etc., pour toujours réduire les prestations, toujours faire de plus en plus de sacrifices sociaux, sans avoir vraiment de contrepartie. Parce que qu'est-ce que nous offrent nos dirigeants, de gauche ou de droite d'ailleurs, en contrepartie de cette austérité? Rien. En général, quand vous faites des sacrifices, c'est pour obtenir une contrepartie, mais laquelle? Si ce n'est de bien rembourser les intérêts de la dette, qui constitue en fait l'esclavage que nous subissons dans le budget de l'État. Le deuxième poste de budget de l'État, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Elle se monte à peu près à un peu moins de 50 milliards d'euros. Et encore, il ne faut pas se plaindre parce que les taux étant extrêmement bas, alors il se trouve que la France et l'Allemagne en Europe bénéficient sur les marchés financiers à une maturité de 5 ans ou 10 ans de taux d'emprunt relativement faibles. On tourne aux alentours à 10 ans de 0,50. L'Allemagne, qui est encore en meilleure posture que nous, emprunte même à 5 ans en taux d'intérêt négatif. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire que vous déposez 100 € à la banque et on vous rend au bout de 5 ans un taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire que ça vient rogner votre capital. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut comprendre en taux d'intérêt négatif. Donc on en est arrivé à marcher sur la tête parce que quand un système a des taux aussi bas, c'est que la seule direction que peuvent prendre ces taux, c'est à la hausse. Donc avec des taux bas, vous avez 50 milliards d'euros par an de remboursement des 2000 milliards d'euros de dette, des intérêts de la dette, et de l'autre côté, si les taux remontent, ça va passer très rapidement à 80, 100, 120, 150 milliards. En retenant une moyenne, c'est qu'en un siècle, retenez des grands chiffres comme ça, en un siècle, en moyenne, les taux d'intérêt de la France ont été de 7%. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est à peu près à 10 ans, à 0,5%. Donc imaginez que ça ne revienne qu'à la moyenne du siècle dernier, 7%. Ça multiplierait au moins par 3, 4 ou 5 le montant de la charge de la dette. Donc on passerait très rapidement à 120, 150, 200 milliards d'euros de dette qui constitue le déficit de chaque année. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Donc on a une épée de Damoclès sur nos têtes, c'est-à-dire que ce surendettement nous fait perdre notre liberté. Progressivement et de manière très sournoise, nous rentrons en situation de mise en esclavage, et je pèse mes mots. Et si vous voulez, il y a des solutions, je vais vous en parler juste après, et c'est ce que nous prônons, bien entendu, comme solution de sortie. Et c'est effectivement de sortir de ce problème de surendettement, sortir de ce problème de chômage, qui est totalement lié au problème de la monnaie, et c'est là que je voudrais vous faire comprendre que le rôle de la monnaie est central et capital. C'est ce qui anime l'ensemble de l'oligarchie mondiale et de nos dirigeants qui nous gouvernent depuis 4 décennies maintenant. Ils nous ont dépossédés de notre monnaie. Déjà dans les années 70, pour ceux qui s'en souviennent ou qui ont étudié ça, le plan Barre, c'était déjà de faire le franc fort. Le franc fort, c'était quoi? C'était tout simplement de se rapprocher le plus près possible de la parité du Deutschmark, donc allemand, pour progressivement essayer d'avoir une économie soi-disant forte, mais en nous faisant passer ce concept-là, en fait, il y a bien des gens qui se sont sacrifiés, qui ont été des victimes de cette situation-là. C'est-à-dire que quand vous avez une monnaie forte, la contrepartie d'une monnaie forte, c'est une inflation faible. Et si vous regardez les courbes d'inflation depuis environ 20-25 ans maintenant,
on est parti environ de 13% en moyenne pour arriver proche de 0 à l'heure actuelle où je vous parle, hein, ou 0,3, 0,4, mais retournons 0. Donc 12 à 13 points de différentiel en 25 ans d'inflation. Alors comme ça, on vous présente que c'est plutôt bien d'avoir une inflation qui baisse comme ça en apparence. Sauf que quand on connaît un petit peu les mécanismes économiques et monétaires entre l'inflation et le chômage, pour certains qui ont peut-être étudié ça à Sciences Po ou ailleurs, un certain monsieur DSK enseignait le NERU à Sciences Po il y a 10 ou 15 ans. Le NERU, en anglais, c'est Non-Accelerating Inflation Ratio of Unemployment, je vous le traduis, c'est le taux de chômage minimum, retenez bien là ce mot, le taux de chômage minimum qui stabilise l'inflation. Ça veut dire, concrètement, si vous traduisez ça en acte politique, ça veut dire qu'en acceptant que l'inflation, par des politiques économiques volontaristes, diminue, ça sous-entend que, symétriquement, vous acceptez la montée du chômage. La montée du chômage, voulue aussi par un patronat hors sol, on va dire, donc les multinationales, les grandes entreprises, françaises d'abord, mais après qui se sont développées à l'international, qui, entre parenthèses, avec le temps, ont déplacé leur siège social de France pour aller se loger en Hollande, au Luxembourg, par exemple. Franck Grolier en parlait tout à l'heure, il vous a dit que j'étais dans la commission qu'ils appellent pudiquement taxe. Alors, en réalité, c'est le fameux scandale des LuxLeaks, donc certains d'entre vous ont dû entendre parler. Vous savez, c'est les accords qui ont été passés par M. Juncker, qui pendant 20 ans a été Premier ministre du Luxembourg, qui prônait la construction européenne en totale loyauté avec ses partenaires et ses autres amis, on va dire, autres pays amis. Et puis en réalité, on s'aperçoit que les multinationales des partenaires comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne venaient passer des accords avec l'administration fiscale luxembourgeoise pour ne payer qu'une imposition très modique, en moyenne 1,86%, alors qu'en France, la moyenne de l'impôt sur la société en France est de 33%. Vous imaginez la manne fiscale que ça représente, cumulée année après année pendant des décennies, hein, au moins pendant 20 ans. Aujourd'hui, ça a fait scandale parce que tout ça, à un moment donné, comme toute vérité, tôt ou tard, ressort. Entre-temps, M. Juncker est passé de Premier ministre du Luxembourg pour devenir président de l'Eurogroupe. Hein, c'est pas rien quand même dans la construction européenne. Être président de l'Eurogroupe, c'est être président de... À l'époque, c'était 18 ou 20 pays. Aujourd'hui, on est à 28 pays dans l'Union européenne. C'est quand même un continent tout entier. Hein. Bon. Et en vous parlant de construction européenne, d'unité européenne, d'harmonisation, etc. Et puis, lui, pendant ce temps-là, pendant 20 ans, avait fait du dumping fiscal pour attirer, bien entendu, les multinationales pour enrichir les finances publiques du Luxembourg, au détriment, bien entendu, des finances publiques de la France, etc. Voilà. Donc voilà la déloyauté avec laquelle ces gens-là, et quel esprit dans lequel ils travaillent. Moi, personnellement, je condamne fondamentalement ça. Alors moi, je me retrouve, comme quoi il y a toujours une justice quelque part, je me retrouve dans cette commission, et étant déjà dans la commission économique, des affaires économiques et monétaires, et donc, de fait, je me retrouve dans cette commission que nous avons suscitée au niveau du groupe Front National que je représente au Parlement européen, donc 23 députés européens, qui avons réclamé, avec d'autres groupes, hein, pour être tout à fait honnête, notamment les Verts par exemple, qui ont réclamé une commission d'enquête spécifique sur ce scandale européen qui a fait des dommages considérables dans les finances publiques, et ce qui explique aussi notamment le montant de cette dette, parce que c'est un manque à gagner de plusieurs centaines de milliards d'euros dans les caisses de la France, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous demande de faire des sacrifices et des efforts en supprimant nos prestations sociales, en les diminuant, et en cassant notre modèle social français, pour être bien sûr de rembourser les intérêts de la dette, et de commencer maintenant à rembourser la dette. Parce que ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que depuis 40 ans, nous n'avons jamais remboursé d'abord 1 franc, puis 1 euro de dette. C'est-à-dire que chaque année, après chaque année, on est obligé d'emprunter
toujours plus sur les marchés financiers pour rembourser les échéances de dette qui arrivent à terme, si vous voulez. Voilà. Donc, on n'est pas prêt d'avoir une diminution des déficits, je vous garantis, malgré l'austérité. Il n'y a qu'à voir la Grèce aujourd'hui. Vous avez l'exemple typique. La Grèce et Chypre sont les deux laboratoires, un sur l'économie et sur les finances publiques, et l'autre sur le système bancaire. Alors, le premier, vous voyez dans quelle situation aujourd'hui est la Grèce. Tant et si bien qu'il y a un mouvement de reprise de pouvoir de la population, de souverainistes qui se sont dit, alors ils l'ont confié effectivement à Syriza, qui est un parti communiste pensant que c'est la solution. On s'aperçoit qu'en réalité, c'est pas tout à fait la solution, parce que déjà, ils sont en train de renier un petit peu les promesses électorales qu'ils ont faites, ne serait-ce encore qu'au mois de janvier. Hein. Et ils sont en train de se soumettre tout doucement à la Troïka étant l'Union européenne, enfin la Commission européenne dirigée aujourd'hui par M. Juncker, toujours lui, le FMI et la Banque centrale européenne dirigée par M. Draghi. M. Draghi étant un ancien de Goldman Sachs, pour le nommer. Hein. Tout doucement, nous sommes en fait en train de passer sous un gouvernement de banquiers mondiaux. Regardez, donc, je viens de vous parler de M. Draghi. Monsieur Monti, en Italie, il y a 3 ans, a été nommé par l'Union européenne parce qu'étant passé sous tutelle, ayant du mal à rembourser sa dette, ayant du mal à imposer des réformes structurelles, donc la politique d'austérité, eh bien, au final, la Commission européenne finit par dire, attendez, puisque vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, on va vous nommer un syndic de faillite. En l'occurrence, à l'époque, c'était Monsieur Monti, et qui a mis immédiatement en place les réformes structurelles. Donc, je casse la retraite, je casse la sécurité sociale italienne, je réduis la politique familiale, je réduis les couvertures d'assurance chômage, etc. Et puis toujours moins de prestations, toujours autant de cotisations. Et puis en plus de ça, derrière tout ça, encore une fois, le chômage qui ne cesse de grimper. Parce que si l'austérité, comme on nous le dit, nous amenait, le renouveau, la restauration et la réduction du chômage, nous, on serait ravis. Sauf qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Quand ils nous ont présenté en 92 Maastricht, le traité de Maastricht, alors là, il y a eu un débat démocratique, tant mieux. C'était en 92. Moi, je me rappelle les discours de M. Seguin, je me rappelle les discours de M. Mitterrand. M. Seguin mettait en garde en disant « Mais non, c'est pas tout à fait cette construction européenne ne sera pas ce que vous nous vendez, etc. » Et c'est bel et bien ce qui s'est passé. À l'époque, le credo, c'était le plein emploi et la prospérité européenne. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Je vous ai donné les chiffres du chômage aujourd'hui en France. C'est 6 millions de chômeurs et de gens dans la précarité. Ce sont les vrais chiffres du chômage. C'est pas 3,5 millions de chômeurs comme on nous annonce aujourd'hui. L'austérité, c'est aussi donc casser tout le système social. Et voilà, c'est ce que nous condamnons donc au niveau du Front National. Alors, il y a 2 modèles, pour se résumer un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer, il y a 2 modèles qui s'opposent là aujourd'hui, et pour lesquels il va y avoir un choix obligatoire à faire. Depuis 40 ans, tout doucement, nous avons glissé vers la mondialisation, soi-disant heureuse. Vous en voyez aujourd'hui les résultats. Vous, votre génération, moi j'estime que les générations précédentes, et notamment les dirigeants, vous ont sacrifié. Ils vous ont sacrifié sur l'autel d'une monnaie illusoire, qui ne bénéficie qu'au système bancaire privé et corps entier, au détriment du marché du travail, qu'on vous a spolié. Moi j'estime qu'on vous a spolié le marché du travail, et on est en train de vous spolier le marché de la retraite. C'est-à-dire qu'on va vous demander de payer des cotisations pour une retraite que vous n'aurez jamais. Et on va vous demander de travailler de plus en plus longtemps. C'est ça aujourd'hui les plans d'austérité qui sont proposés par les régimes en place, le modèle, ce que j'appelle ultralibéral et mondialiste. Poussé, bien entendu, par l'Union européenne. Alors l'Union européenne, je vais quand même vous en dire un petit mot. Moi, j'étais déjà horrifié, moi, de voir tout ce que faisait et tout ce qu'avait mis en place depuis 20 ans l'Union européenne. Sachez que 80% des lois qui s'appliquent à nous en France proviennent de Bruxelles. Voilà, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'économie, la loi Macron. La loi Macron, c'est la loi Attali.
Hein. Donc vous voyez qu'il y a une continuité dans tout ça. Loi Attali qui avait été réclamée par M. Sarkozy en 2008. Hein. Vous voyez que tout ça se tient. Si vous voulez, l'Union européenne, aujourd'hui, c'est pire que ce que je croyais. Quand je suis arrivé là-bas, d'abord j'ai trouvé une gabegie financière monstrueuse. Je ne sais pas si certains d'entre vous déjà payent des impôts, mais en tout cas, moi je sais où sont passés mes impôts. Hein. C'est-à-dire l'ensemble des... Moi quand je regarde les chiffres, l'ensemble de l'impôt sur le revenu passe d'une part dans le remboursement des intérêts de la dette dont je vous parlais tout à l'heure, au niveau français, mais aussi dans le financement du budget de l'Union européenne. 21 milliards d'euros filent tous les ans au budget de l'Union européenne, en partant de la France. Hein. Quand on vous demande de faire des économies de 3 ou 4 ou 5 ou 6 milliards, c'est pour être bien sûr de payer le budget de l'Union européenne. Budget de l'Union européenne qui aujourd'hui est en déficit caché. Et ça aussi, on ne vous le dit pas. 222 milliards d'euros depuis la création de l'Union européenne. 27 milliards, au titre de 2014. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Et puis au-delà de tout ça, c'est tout ce qu'ils sont en train de préparer. Alors ce qu'ils sont en train de préparer, je vais vous le dire, moi, le prochain fléau qui se pointe à l'horizon, outre, je vous ai parlé de la Grèce et de l'austérité, c'est l'union bancaire. Qu'est-ce que c'est que l'union bancaire? C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans à Chypre, quand je vous ai expliqué que le système bancaire était insolvable et en faillite. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé le fait de ce qu'ils ont appelé le buy-in. Le buy-in, c'est quoi? C'est comme je ne peux plus faire appel aux contribuables, hein, eh bien, je vais faire appel maintenant aux clients et aux créanciers de la banque. Je vous rappelle que les banques étant privées, hein. Comme elles sont en situation d'insolvabilité et de faillite, et que le capital et les fonds propres de la banque ne sont pas suffisants, eh bien, il faut les renflouer pour éviter qu'il y ait une panique bancaire, etc. Et donc, ils ont inventé cette histoire de buy-in. Alors, le buy-in, c'est je confisque, je taxe tous les dépôts au-delà de 100 000 euros sur les comptes bancaires. Alors, vous me dites, 100 000 euros, c'est très important, mais ça touche les particuliers comme les entreprises. Vous êtes petit entrepreneur, vous avez 120 000 euros de trésorerie sur votre entreprise en tant qu'artisan, commerçant, PME, PMI, etc. Et puis avec ça, à la fin du mois, vous devez payer les salaires, vous devez payer les charges, vous devez payer les impôts. Et puis entre-temps, vous avez l'État qui vous a confisqué sous la houlette de l'Union européenne tout l'excédent des 100 000 euros. Donc mettons, dans le cas dont je vous parle, 20 000 euros. Et comment vous faites après pour payer les salaires, pour payer les charges, etc. Donc vous vous mettez dans une situation de spirale déflationniste, récessive, qui fait que ça aggrave encore un peu plus la situation économique. Et donc c'est ce qu'ils ont inventé. Pour éviter que l'ensemble du système bancaire et du système de l'euro s'effondre, c'est une course perpétuelle en avant. Alors, depuis mai 2010, si vous voulez, ils ont, pour éviter que l'euro n'implose, ils ont inventé ce qu'on appelle les fonds européens de stabilité financière, les mécanismes européens de stabilité. Voilà, c'est une créativité financière permanente au niveau des politiques et des technocrates de la Commission européenne. Et moyennant quoi, la France aujourd'hui, tenez-vous bien, hein, et là on arrive au sujet de l'euro, pour sauver l'euro monnaie unique depuis 5 ans, ça coûte à la France 525 milliards d'euros. Rien que la France a engagé 525 milliards d'euros, c'est-à-dire le quart de la croissance annuelle française, est mise en garantie, plus 70 milliards, dont 70 milliards qui ont déjà été décaissés et qui sont dans les déficits de la France pour maintenir l'euro monnaie unique. L'euro monnaie unique aurait dû mourir en mai 2010. Voilà techniquement la réalité. Et ils achètent du temps. Ils ont commencé à le faire avec les États, d'où les renflouements dont je vous parle. Et maintenant, comme les États arrivent à une situation d'insoutenabilité de la dette dont je vous parle, on va terminer l'année à un niveau de 100% par rapport de PIB, d'endettement de la France. À partir de 90%, ça devient insoutenable. Eh bien, maintenant, ils en sont à passer à la Banque Centrale Européenne. Donc, M. Draghi a annoncé et a lancé, le 9 mars dernier, il y a une semaine, vous avez dû en entendre parler, un terme qui s'appelle le plan de quantitative easing, le plan de QE. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement la bonne vieille planche à billets d'antan. Sauf que si c'était pour aller dans l'économie réelle, pour alimenter, irriguer au travers du système bancaire français, les PME, les PMI, les artisans, les commerçants, les ménages, pour pouvoir s'endetter, pour pouvoir développer, investir dans l'emploi, investir dans le développement économique, ce serait formidable.
Sauf que ça nourrit toujours plus les marchés financiers. Et depuis l'annonce de M. Draghi, l'annonce a été faite le 22 janvier dernier. Moi-même et Marine Le Pen avons fait une conférence de presse immédiatement dans la foulée pour dire la situation, l'état des lieux et les conséquences que ça allait entraîner. Eh bien, ça a été mis en place officiellement donc, le 9 mars dernier. Donc, c'est une planche à billets de 1100 milliards d'euros au niveau de l'ensemble de l'Europe, de la zone euro. Et pour la France, c'est environ 200 milliards d'euros jusqu'en septembre 2016 qui vont être injectés pour sauver le système bancaire privé, pour alimenter les marchés financiers. Et regardez le bond qu'a fait le CAC 40 depuis 3 semaines, un mois et demi, parce que la nouvelle est bonne pour les créanciers, pour les actionnaires privés. Si c'était pour l'économie nationale, l'économie réelle, ce serait fabuleux. Nous, on applaudirait des deux mains. Mais ce n'est pas le cas. C'est toujours pour les marchés financiers, au détriment de la grande majorité de la population, des salariés, de l'emploi, etc. Voilà, donc, si vous voulez, un petit peu la situation. Donc, vous avez deux grandes configurations. Le modèle macroéconomique ultralibéral et mondialiste qu'on nous a imposé sous tous les gouvernements depuis 40 ans, et maintenant avec une soumission à l'Union européenne, de Bruxelles. Et l'autre que nous défendons, nous, que nous avons mis au point depuis la fin des années 2000, donc depuis 2007-2008, c'est ce qu'on appelle, chez nous, le patriotisme économique et le protectionnisme intelligent. Alors voilà, donc je vais essayer de rapidement vous résumer un petit peu ce que nous voulons faire pour sortir de cette impasse, pour sortir de ce qui pointe à l'horizon, c'est-à-dire que je vais être très franc avec vous. Si nous continuons dans ce sens-là et avec ce modèle économique, comme je vous l'ai dit au niveau de la population et des citoyens, ce sera une mise en esclavage progressive. Et le pire, c'est que ça ne changera strictement rien, parce qu'au final, c'est une banqueroute universelle qui nous attend. Le monde, tel que nous le vivons aujourd'hui, n'a jamais connu une ampleur de dette mondiale aussi importante. Jamais, jamais. 18 000 milliards, 18 trilliards de dollars rien qu'aux États-Unis. La dette a presque doublé en l'espace de 10 ans aux États-Unis. Elle a doublé en l'espace de 10 ans en France aussi. Nous étions en 2004, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'économie, à 1080 milliards de dettes. Nous allons terminer fin 2015 avec 2100 milliards de dettes. Et nous n'en sortirons pas. Si nous n'utilisons pas le modèle de patriotisme économique qui consiste en fait à reprendre toutes nos souverainetés nationales, qui passent par la monnaie, donc la politique monétaire, la politique de change, qui passe par le contrôle de nos frontières, donc c'est pour ça que je vous parlais de protectionnisme intelligent, qui passe par le contrôle à nouveau de notre budget, qui a été lui aussi livré à Bruxelles en octobre 2012. C'est très récent tout ce que je vous dis là. Nous avons perdu le contrôle de notre budget, c'est effectif depuis l'année 2014. Nous allons montrer notre copie. Quand l'Assemblée nationale, le Parlement prépare le budget, il va montrer sa copie à Bruxelles et vous avez le visa valable ou pas valable. C'est toute la polémique que vous avez depuis le mois d'octobre dernier entre M. Sapin, M. Macron, précédemment M. Montebourg, entre eux et la Commission de Bruxelles, et Moscovici auparavant, qui était ministre de l'économie, qui est passé de l'autre côté, il a passé assez fait de dégâts en France, il est allé les faire ensuite à Bruxelles. Et voilà, c'est toute cette polémique que vous avez, où nous avons perdu toute souveraineté, tout contrôle de notre nation, tout contrôle de notre économie nationale, et la pire étant celle dont je vous parle, et là j'attire vraiment votre attention là-dessus, c'est le système bancaire. Donc c'est ce phénomène d'union bancaire. Le 4 novembre 2014, donc il y a 4 mois, les 5 grandes banques françaises, qu'on appelle les banques systémiques, sont passées sous contrôle de la Banque centrale européenne, sous le vocable de supervision bancaire. Donc jusqu'à présent, c'était l'autorité de contrôle, la CPR et la Banque de France qui contrôlaient le système bancaire français. Si toutefois il y avait un défaut, une faillite de banque, c'était l'État et le système bancaire et la Banque de France qui supervisaient et qui éventuellement résolvaient la dette, la faillite. Eh bien là maintenant, depuis 4 mois, c'est passé sous contrôle de la Banque centrale européenne, de M. Draghi en personne. M. Draghi, d'ailleurs, que je vais auditionner lundi à la Commission économique, et je vais lui poser la question justement sur ce sujet-là. Voilà, qu'en fait nous avons perdu notre souveraineté, et que si une des grandes banques dont je vous ai parlé tout à l'heure faisait faillite, ce serait la Banque centrale européenne qui demanderait à appliquer le plan de résolution, c'est-à-dire que ce serait l'ensemble des clients
d'une banque française qui subirait la ponction, la confiscation des dépôts, que ce soit particulier, que ce soit entreprise, hein, comme ça s'est passé il y a 2 ans à Chypre. Hein, Chypre, attendez, hein, Chypre c'est un des 19 pays de la zone euro, c'est pas un pays exotique hors de l'Union européenne, c'est à 2h30 d'avion, et ce sont des citoyens européens comme vous et moi. Hein. Donc, ce dont je vous parle, c'est tout à fait pragmatique. Hein. Donc, ce qui nous pend au nez, c'est effectivement une faillite d'une banque, d'une grande banque, qui entraînerait toutes les autres, et ils redoutent tellement ça qu'ils ont mis en place de toute urgence ce dispositif légal qu'ils appellent l'union bancaire, et qui va se mettre en route à partir du 1er janvier 2016. Et là, moi, en tant qu'économiste, j'attire vraiment votre attention. C'est le prochain fléau démocratique qui va s'abattre sur les citoyens. Voilà. Je vous le dis très, très solennellement, parce que moi, je suis très préoccupé par ça. Nous serons demain, dans le modèle qu'on nous impose, soit des Grecs, soit des Chypriotes. Ça va se terminer comme ça. Voilà. Alors moi, ce qui me préoccupe au-delà de tout ça, c'est l'emploi, c'est le marché de l'emploi. Comme je vous ai dit, si je me suis engagé, moi, c'est parce que je suis aussi père de famille, chrétien, que j'estime qu'on a un devoir et une responsabilité très importante, notre génération ainsi que la génération précédente, sur la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est insupportable de vous faire rentrer dans la vie avec un montant de dette pareil, avec que des problématiques à résoudre, avec seul espoir, c'est que ce n'est que de quitter la France, aller à l'étranger pour avoir un espoir d'Eldorado ailleurs, pour avoir un emploi et avoir une vie décente. Nous, c'est pas ce que l'on pense, en tout cas au Front National. On pense que le combat, la bataille est en France, parce que la nation, votre patrie, vous appartient. C'est ici qu'il faut se battre, et qu'il faut se battre contre les adversaires de notre nation, et qui sont partout autour de nous, qui sont les dirigeants politiques, comme je vous le dis, quels que soient les partis politiques depuis 40 ans, qui sont également les mêmes que l'on retrouve à Bruxelles, au Parlement européen, qui sont eux-mêmes sous la houlette de Washington, parce qu'ils prennent leurs ordres à Washington, qui sont sous le contrôle également d'un point de vue vision diplomatique et vision géopolitique, sous la vision américaine, notamment celle de l'OTAN, hein, parce que parlons aussi de ce sujet-là. La vision géopolitique qui nous est imposée, c'est-à-dire une vision guerrière, nous amène, si vous voulez, à voir ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire et en Syrie, et en pointer du doigt en permanence, soi-disant, des nations qui sont antidémocratiques, qui sont voire totalitaires, mais quand on s'aperçoit le mode de fonctionnement de l'oligarchie financière qui nous contrôle aujourd'hui, que ce soit la Troïka, que ce soit l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne, c'est eux qui nous instaurent un régime totalitaire. On est en train de passer en espèce de répression financière permanente pour abolir les nations, abolir les frontières. Et c'est ça que nous combattons, si vous voulez. Nous avons une vision nationale de l'économie, en l'occurrence, mais aussi de la démocratie, aussi du fonctionnement de notre vision géopolitique du monde, c'est-à-dire un monde multipolaire, tourné aussi bien vers l'ouest que vers l'est. Pourquoi s'opposer de grandes nations qui sont en train d'émerger, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, etc., en étant mis sous le joug du mode de fonctionnement notamment américain, qui nous a imposé sa monnaie depuis 1945, qui, grâce à sa monnaie qui lui donne un privilège exorbitant avec le dollar, qui permet d'acheter tous les actifs tangibles dans le monde avec une monnaie de singe, parce que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Quand vous avez une banque centrale nationale qui crée de la monnaie à profusion et qui permet d'acheter tous les actifs dans le monde, notamment l'énergie, le pétrole, hein, eh bien vous avez un privilège exorbitant qui, à un moment donné, devient insupportable. Et c'est là que je dis, moi, en tant qu'économiste, monétariste, c'est que le dollar comme l'euro, ce sont deux aberrations monétaires. L'une qui dure depuis 1945, qui nous avait été vendue à l'époque comme la monnaie du vainqueur, adossée sur l'or. Et puis, en 1971, ils ont commis ce que j'appelle, moi, le deuxième péché originel, qui est la fin de la convertibilité du dollar en or, le 15 août 1971, avec le président Nixon, qui a fait qu'à partir de là, on est passé d'un étalon dollar adossé sur de l'or, on est passé à un étalon dette, encore une fois, toujours la dette, depuis 1971 jusqu'à nos jours.
Et ce système-là est en train de s'enfoncer, de plonger, parce que la dette devient maintenant incommensurable, insupportable, et détruit en même temps la valeur de la monnaie. Regardez la valeur de la monnaie du dollar par rapport à l'or entre aujourd'hui et 1945, et je vous incite à le voir depuis 1910 aussi. Vous allez être impressionné par l'effondrement de la valeur du dollar. Même chose sur l'euro. L'euro, c'est une seule monnaie pour 19 pays. Alors que par principe, une monnaie c'est une nation. Donc aujourd'hui, on vous impose une monnaie pour 19 pays, alors que vous avez 180 pays dans le monde qui ont chacune leur monnaie. Regardez l'Angleterre, regardez les États-Unis, regardez la Chine, regardez la Russie, regardez le Japon. Toutes les grandes puissances économiques qui sont devant la France possèdent toutes leur monnaie nationale. Il n'y en a qu'une qui est devant nous et qui ne possède pas sa monnaie nationale, c'est l'Allemagne qui possède l'euro. Mais comme l'euro, c'est le Deutschmark, avec la parité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc en réalité, toutes les 5 grandes puissances économiques qui sont devant nous ont toute leur monnaie nationale. Et on nous vient nous expliquer que vous vous rendez compte, si on passait au franc, ce serait la catastrophe. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. On a 2100 milliards de dettes, on a 6 millions de chômeurs, on a des déficits intérieurs, on a des déficits extérieurs, on ne voit pas le bout du tunnel, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et on va nous faire croire que si on passait au franc, qu'on refrappait notre monnaie, ce serait la catastrophe. Mais ce serait exactement l'inverse. Nous avons modélisé le passage au nouveau franc, et comme je vous l'ai déjà dit, on n'aurait plus à supporter ce montant de garantie rien que pour la France de 525 milliards d'euros. Immédiatement, ce serait aboli. On reprendrait notre capacité de réindustrialiser la France, de faire des plans de relance à hauteur de 10 milliards d'euros par an, de désendetter la dette de la France à hauteur de 45 milliards d'euros par an grâce à la Banque de France qui permettrait de monétiser une partie de la dette, ce que nous impose aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. Le double d'ailleurs, 200 milliards, nous voudrions au Front National le faire à hauteur de 100 milliards, mais pour se désendetter, pour continuer à rembourser la dette vis-à-vis de nos créanciers, parce que la signature de la France étant une grande puissance économique mondiale, étant en état de droit, nous estimons que nous devons rembourser la dette. Voilà, donc la France a signé des créances, elle doit les assumer. Mais on les assume et on les rembourse avec nos moyens. Si aujourd'hui la Grèce sortait de l'Union européenne, de la zone euro, reprenait la drachme, ça lui permettrait au niveau de la Banque centrale de Grèce de monétiser une partie de sa dette et de progressivement faire un plan de remboursement, un plan d'amortissement de la dette pour rembourser les créanciers européens. Et ça se ferait en douceur, sans saccage social, sans envolée du chômage, sans destruction des régimes sociaux, le chômage, comme je vous l'ai dit, le remboursement chômage, les retraites, etc. Parce que c'est ce qui s'impose aujourd'hui avec l'austérité. Donc le protectionnisme économique, c'est exactement ça, c'est posséder notre monnaie, c'est posséder nos frontières pour contrôler les entrées et les sorties de capitaux, de marchandises, de services et de biens. C'est ça la problématique, c'est que nous ne contrôlons plus rien, nous avons perdu toute souveraineté, et c'est aujourd'hui pour cette raison que nous nous enfonçons et que nous ne sortirons pas de cette spirale infernale tant que nous n'aurons pas repris l'ensemble des leviers de nos souverainetés, encore une fois monétaires, budgétaires, bancaires et territoriales, avec le contrôle de nos frontières. Voilà très rapidement, très succinctement, et je m'arrête là parce que j'en ai déjà beaucoup dit. Et bien entendu, je me livre à l'exercice des questions, si vous en avez, et si vous souhaitez. Très bonne question, comme avec la monnaie, question fondamentale. Alors, Baudouin nous pose la question, Solon a aboli la dette, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autant? Voilà. Pour sortir d'une dette, vous avez quatre possibilités. La première, c'est la rembourser. C'est ce qu'on cherche à nous imposer de toute force, avec les plans d'austérité. La deuxième, c'est l'inflation. Alors l'inflation, ce n'est pas une catastrophe.
une inflation maîtrisée en deçà de 5% par an, on peut considérer que c'est raisonnable, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la contrepartie, c'est la reprise de l'emploi. C'est-à-dire que quand vous avez une inflation basse, vous avez un chômage élevé, et quand vous avez un chômage faible, vous avez une inflation plus importante. Bon. La troisième solution pour en sortir, c'est la répudiation. Bon. Et la quatrième solution, malheureusement, c'est la guerre. Voilà. On n'en connaît pas d'autres. Hein, bon. Donc on voudrait éviter les trois, voilà, grosso modo, les trois, au moins les deux dernières, disons. Donc on est d'accord pour un petit peu d'inflation, c'est-à-dire qu'on maîtriserait l'inflation à 4,5%. Nous avons fait les simulations, les modélisations de tout ça, avec un retour de la croissance. Ça nous permettrait progressivement de rembourser la dette par érosion de la valeur de la monnaie, effectivement. Bon, mais on rembourserait progressivement la dette. Et en même temps, ça nous donnerait la faculté active de rembourser avec la monétisation de la dette dont je vous ai parlé. C'est-à-dire tous les ans, on crée 100 milliards d'euros de monnaie, on en rembourse 45 milliards, ça nous permet de diminuer le montant de la dette, ce qui serait tout à fait nouveau, puisqu'en 40 ans, comme je vous l'ai dit, ça n'a jamais été fait, et avec un petit peu d'inflation. Voilà les deux solutions que nous souhaitons utiliser techniquement pour sortir en douceur de cette situation. Parce que si on reste dans le modèle actuel, on sortira sous forme de chaos social, c'est-à-dire que le chômage va exploser, c'est-à-dire que nos anticipations prévoient dans les 10 ans un doublement du montant du chômage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous allez en Grèce aujourd'hui, le taux de chômage des jeunes, c'est 62% environ. Vous avez 2 jeunes sur 3 qui n'ont pas d'emploi. Et ceux qui ont un emploi, c'est à quel salaire ? C'est à quel salaire ? C'est ça aussi qu'il faut bien retenir. Pareil en Espagne, vous avez 57% de chômage des jeunes. C'est intolérable, c'est intolérable. Voilà. Donc voilà, grosso modo, c'est pour ça que nous ne voulons pas répudier la dette, parce qu'on est un État de droit et que les créanciers nous ont prêté et qu'il est de notre devoir en tant que dirigeants politiques d'effectivement rembourser la dette, mais encore une fois, à nos conditions et sans mettre le pays à feu et à sang. Voilà. Alors ça, c'est l'argument typique que nous avons, qui nous est opposé. Moi, je considère que nous sommes déjà punis. Quand vous avez un déficit de la balance extérieure annuel les 3 dernières années d'environ 65 milliards d'euros de dette, parce qu'ils nous disent la mondialisation heureuse. Ils nous disent il faut abolir les frontières, il ne faut plus de droits de douane. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est le traité transatlantique. C'est terminer d'abattre les derniers droits de douane qui sauvent encore l'agriculture et l'élevage français et européen. Bon. Avec le traité transatlantique, des multinationales américaines qui ont besoin justement que les droits de douane soient amenés à zéro pour pouvoir faire encore plus de bénéfices et de marges. Bon. Mais le problème, si vous voulez, c'est que après 20 ans de ce régime, voire 25 ans de ce régime de libre-échange, on était, avant l'euro et avant l'Union européenne, nous étions excédentaires sur notre balance commerciale. On parlait d'ailleurs de commerce international, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Aujourd'hui, on parle de commerce mondial. Parce que dès qu'il y a le terme nation, c'est un terme tabou. Donc on ne parle plus de commerce international. Eh bien, moi, ce que je vois, c'est les chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en déficit de 65 milliards d'euros en moyenne depuis les 3 dernières années. On a atteint des records historiques de la balance commerciale. Alors vous me dites, oui, mais les entreprises françaises ne pourront plus, auront des difficultés à exporter. Mais elles ont déjà des difficultés à exporter aujourd'hui. Et pourquoi ? À cause de l'euro. Alors, récemment, la dépréciation de l'euro depuis 1 an, c'est à peu près 23%. Il y a un petit gain au niveau des entreprises exportatrices françaises qui arrivent à exporter hors de la zone euro. Mais dans la zone euro, les niveaux de flux de commerce n'ont pas augmenté entre la France et l'Allemagne depuis 1 siècle. Donc on ne voit pas de gain à cet ultralibéralisme, à ce libre-échange qu'on nous impose, et cette abolition des frontières. S'il y avait un mieux, nous, on serait ravis, encore une fois. Mais nous sommes pragmatiques, nous voyons les chiffres, et on compare ça par rapport aux modèles qui nous sont, et aux dogmes qui nous sont vendus. L'organisme mondial du commerce, c'est le libre-échange à tout crin. Il faut savoir qu'avant l'OMC des années 50 et les accords du GATT,
Il y avait une charte qui a été écrite par une cinquantaine de nations juste après-guerre, qui s'appelle la Charte de la Havane. Je vous incite à lire la Charte de la Havane. Vous allez sur Wikipédia, c'est très très bien renseigné. Vous lisez la Charte de la Havane. D'abord, c'est un texte pacificateur, parce que c'est viser en fait le fait qu'entre toutes les nations, il n'y ait pas d'excédent et de déficit entre l'ensemble des nations dans le commerce. C'est ça que nous visons, c'est-à-dire un commerce international où tout le monde se retrouve dans les échanges, si vous voulez, et que l'équilibre, au final, soit juste, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre phénoménal en faveur, toujours, des pays anglo-saxons, au détriment de l'ensemble des pays en voie de développement. C'est intolérable, si vous voulez. Voilà, donc pour ça, nous sommes pour le protectionnisme intelligent, adossé sur les principes de la Charte de la Havane. Je vous incite à aller voir, à aller consulter ça. C'est vraiment très intéressant à lire. Il n'est pas question de mettre, comme on l'entend, des lignes Maginot tout autour de la France, de nous isoler, de faire de l'isolationnisme, etc. Pas du tout. Avant l'Union européenne, la France était une grande puissance économique dans le monde. Elle commerce depuis 1500 ans avec le monde entier. Et la France existait avant l'Union européenne, que je sache. Et curieusement, notre balance commerciale était excédentaire. Aujourd'hui, elle est déficitaire. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y aura effectivement de représailles économiques vis-à-vis de la France. Je ne pense pas. Les autres pays le font. Et d'ailleurs, effectivement, les États-Unis le font, la Chine le fait. Voilà, toutes les grandes puissances économiques mondiales utilisent le protectionnisme, mais sans le dire. Voilà. Notamment avec leur monnaie. La dévaluation compétitive du dollar et du yen et de la livre sterling, c'est une arme de protectionnisme suprême, la monnaie. Hein. C'est ce qu'ils font d'ailleurs en permanence. Oui, alors ça c'est une bonne question et complètement d'actualité. Voilà. Alors nous estimons qu'a priori, par rapport au dollar, hein, par rapport à l'euro-dollar, nous estimons que la bonne parité serait à peu près 1,05. Il se trouve, comme par hasard, qu'on est à 1,06 en ce moment. C'est-à-dire que depuis un an, depuis la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui sent bien que ça va mal, que l'économie de la zone euro s'enfonce, que les gens ne consomment plus, que le pouvoir d'achat diminue, que les dettes augmentent, etc. Ils se sont sentis quand même obligés d'agir. Donc ils ont fait progressivement baisser la valeur de la monnaie, notamment par rapport au dollar. Et c'est ce qui fait qu'on est passé à peu près de 1,38 d'euro-dollar à 1,06. On a perdu à peu près 23% en l'espace de un an, de mars à mars. Et comme par hasard, nous, si on avait été il y a un an, je vous aurais dit, nous voulons dévaluer le nouveau franc français, qui aurait une parité de 1 franc français égale 1 euro. On aurait voulu le dévaluer de 25%. Mais il se trouve qu'en un an, les marchés ont fait ça pour nous, et ça s'est déprécié de 23%. Donc nous n'aurons même plus de dévaluation à faire, ce qui va rassurer, si vous voulez, l'ensemble des rentiers et des détenteurs de capitaux, ce qui fait que nous n'aurons pas de dévaluation à pratiquer si nous arrivons au pouvoir et que nous rétablissons le nouveau franc français. Alors, dans l'immédiat, à terme, on souhaiterait être en régime de change stable et ajustable. Voilà. Fixe, donc stable, c'est entre fixe et flottant, on va dire. Hein, bon, c'est un peu technique, mais voilà, c'est ce qu'on souhaiterait faire. Et en fait, on n'a rien inventé, si vous voulez. Tout ce qui constitue le modèle du patriotisme économique, on n'a rien inventé. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Sous le régime du général de Gaulle, c'était le modèle de patriotisme économique. Et comme par hasard, c'était les Trente Glorieuses. Bon, je ne vous dis pas qu'il est question de revenir en arrière, mais c'est simplement d'utiliser des méthodes et des pratiques qui ont marché, qui ont fait la grandeur et la richesse de la France, alors qu'aujourd'hui, c'est exactement l'opposé que nous vivons. Donc le régime de change, c'est ça, mais pour en arriver là, il y aura des zones de turbulence où, à partir du moment où on va annoncer que, effectivement, tôt ou tard, la France va repasser à une monnaie nationale, comme l'est l'Angleterre aujourd'hui. L'Angleterre, en fait, on voudrait, nous, être comme le Royaume-Uni, avoir notre monnaie nationale, avoir notre banque centrale, avoir nos frontières, parce que l'Angleterre n'est pas dans les accords de Schengen, et avoir notre budget. C'est exactement la situation de l'Angleterre aujourd'hui.
En fait, on veut être comme les Anglais. Voilà, les mêmes conditions dans l'Union européenne. Et à ce moment-là, on accepte de rester dans l'Union européenne pour en avoir tous les bénéfices. Car quand vous regardez la croissance économique aujourd'hui en Angleterre, fin 2014, c'est 2,80%. Aujourd'hui, la France, c'est 0. Voilà, donc il y a une dynamique en Angleterre, et pourtant ils sont dans l'Union européenne. Voilà, mais il se trouve que Mme Thatcher, à l'époque, a dû suffisamment bien négocier dans l'intérêt d'abord de sa patrie avant les autres pays. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous ne pensons pas en tout cas, mais que vaut le dollar aujourd'hui? Ce que je vous disais, regardez la valeur du dollar entre aujourd'hui et il y a 50 ans, il y a une dépréciation environ de 80-85% de la valeur intrinsèque du dollar. Aujourd'hui, considérez que le dollar, c'est une monnaie papier. Donc, est-ce qu'on doit se comparer aux grandes devises comme le dollar? Je ne pense pas. Moi, ce que je pense, c'est que... alors, nous parlons au niveau national de la monnaie nationale avec la politique monétaire, la politique de change, avec un nouveau franc français. Il ne serait pas question de revenir à l'ancien franc de 2001. Il serait question d'avoir une parité de 1 franc français égale 1 euro monnaie commune. Hein, parce que si la France sort de la zone euro, il subsistera probablement 1 euro monnaie commune, mais on ne sera plus dans l'euro monnaie unique. On n'est déjà plus d'ailleurs dans l'euro monnaie unique. Je vous le dis, hein. Techniquement, on n'y est plus depuis le 9 mars. Hein. Ça, on ne vous le dit pas, mais moi, je vous le dis. Et donc, tout ça, pour vous dire, il y a ça, il y a au niveau national, mais après, au niveau international. C'est-à-dire que, tôt ou tard, nous pensons que les grandes puissances qui sont en train de se développer, comme la Chine, l'Inde, la Russie, etc., achètent des quantités d'or phénoménales. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi, en moyenne, M. Poutine achète entre 50 et 55 tonnes d'or par mois pour constituer des réserves de sa banque centrale? Pourquoi les Chinois, depuis 2009, font rentrer des centaines de tonnes d'or par an aussi pour se constituer des réserves très importantes? Nous pensons, de manière géopolitique et géostratégique, que ces grandes puissances sont en train de dédollariser leur commerce international. D'ailleurs, ils sont en train de passer des accords bilatéraux entre la Russie et la Chine, notamment sur les contrats énergétiques, et ils traitent en roubles et en yuan, ou en renminbi. Et on pense qu'à terme, la Chine et la Russie vont rendre convertibles leurs devises au niveau international, et probablement le gager sur l'or, parce que sinon, il n'y aurait pas d'explication logique à ce que ces deux grandes puissances en devenir, on va dire, hein, s'ils ne le sont pas déjà, fassent importer des quantités d'or aussi importantes et produisent, parce qu'eux-mêmes ont des mines et des gisements d'or très importants, et pourquoi ils se constituent ces réserves-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et parallèlement, vous avez les États-Unis qui, eux, se sont délestés d'énormes quantités d'or, et le dollar n'est plus gagé sur l'or aujourd'hui, depuis 1971. Voilà. Donc une monnaie ne vaut que si elle est gagée sur une contrepartie, une contre-valeur tangible, physique, réelle, qui ne varie pas dans le temps de manière importante. Voilà. Donc c'est pour ça que le Front National est favorable à un étalon polymétallique, un étalon or à terme, parce que nous pensons que, de manière géopolitique, ces grandes puissances, tôt ou tard, vont réclamer l'étalon or au niveau du système monétaire international. Voilà notre analyse. On ne s'est pas trop trompé en 2005 sur l'anticipation de la crise. Et d'ailleurs, ce serait l'extinction totale de l'ensemble des dettes mondiales. Si demain, le système monétaire international se réadosse sur l'étalon or ou un étalon polymétallique plus large, c'est la fin des guerres économiques, c'est la fin des guerres militaires. Et voilà, en quelque sorte, si vous voulez, notre vision stratégique des choses.